Le niveau élevé du chômage dans ce pays n'est pas dû. Il n'est pas dû aux Africains sans papier. Ce n'est pas le cas. Le problème de l'Afrique du Sud ne s'appelle pas les immigrés africains. C'est le message fort lancé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Alors que les actes de xénophobie se multiplient contre les ressortissants africains, Mbeki affirme que les immigrants sans papier ne sont pas responsables du chômage qui frappe le pays. Selon lui, cette idée est un faux débat qui détourne l'attention de véritables causes de la crise. Pour l'ancien chef de l'État, le chômage est avant tout le résultat des problèmes structurels. Une économie qui ne crée pas suffisamment d'emplois, des inégalités profondes héritées de l'histoire, des difficultés dans l'éducation et des politiques publiques qui n'ont pas permis d'offrir des opportunités à tous. Mbeki met en garde contre les dangers de faire des étrangers des boucs émissaires. Il rappelle que l'Afrique du Sud a reçu le soutien de nombreux pays africains durant la lutte contre l'apartheid et qu'aujourd'hui, s'en prendre aux Africains venus d'autres pays est contraire aux valeurs de solidarité du continent. Son intervention relance un débat sensible. Faut-il continuer à accuser les immigrés de tous les maux ou exiger des dirigeants qu'ils apportent enfin des solutions aux vrais problèmes économiques? Merci de nous suivre et je vous laisse suivre la séquence dans laquelle Thabo Mbeki crache des vérités sur toute la population sud-africaine. Merci. Nous avons beaucoup de problèmes ici. Des problèmes légitimement soulevés, des niveaux massifs de chômage, c'est exact. Des niveaux élevés de criminalité, c'est exact. Mais on pointe du doigt les mauvaises personnes. Le niveau élevé du chômage dans ce pays n'est pas dû. Il n'est pas dû aux Africains sans papier. Ce n'est pas le cas. Nous connaissons l'histoire en détail. Comment l'Afrique du Sud, de 1994 à 2008 à 2009, a vu sa courbe grimper ainsi, avec des taux de croissance atteignant 6%. Puis, à partir de 2009, elle est repartie dans la direction opposée. Cela n'a pas été causé par les immigrés sans papier. Les personnes à l'origine de ce déclin rient dans leur coin en ce moment même. Parce que nous ne les pointons pas du doigt, mais nous regardons ailleurs. C'est une... Lorsque l'Afrique du Sud a été libérée en 1994, l'une des choses que nous avions décidé à l'époque était que l'Afrique du Sud devait accorder une attention toute particulière à la question du développement africain. En effet, lorsque l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, a été créée, elle parlait de la libération totale de l'Afrique et du développement africain. Mais en réalité, elle ne s'est occupée que de la libération totale de l'Afrique. Elle ne pouvait pas l'éviter. La libération de l'Afrique du Sud signifiait qu'au moins cet objectif était atteint. L'étape suivante consistait donc à s'attaquer à ce volet du développement en particulier. Il y avait une compréhension générale sur le continent africain, selon laquelle l'Afrique du Sud, quelle que soit son histoire, avait un niveau de développement supérieur à celui de nombreux autres pays africains, et qu'il y avait donc une contribution spéciale attendue de cette Afrique du Sud libérée. Il était tout à fait naturel pour nous de dire que nous devions nous atteler à cette question du développement sur le continent. En tant qu'Afrique du Sud, nous avions une obligation envers nous-mêmes et envers le reste du continent de nous occuper de ce sujet. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui
que ce sens de l'internalisation d'un développement africain intégré s'est affaibli en Afrique du Sud. Je ne pense pas qu'il y ait au sein de la population le même sens de l'impératif pour ce pays de jouer ce rôle dans le développement intégré de l'Afrique qu'il y a 25 ans. C'est un problème sérieux. Je continue de raconter des histoires sur ce qui s'est passé autrefois concernant nos relations en tant que mouvement de libération avec le reste du continent. Je raconte par exemple l'histoire de l'un des cadres de l'ANC en Zambie, qui était notre intermédiaire à l'aéroport. Il nous accueillait à l'arrivée et au départ. Il faisait tellement partie du décor à l'aéroport international de Lusaka qu'on lui laissait le champ libre. Il pouvait courir, monter dans les avions sur le tarmac, etc. Un jour, la police zambienne est venue au bureau de l'ANC et a dit « Nous aimerions voir Oshkosh », c'était son pseudonyme. Ils ont demandé « S'il vous plaît, dites à Oshkosh de venir, mais qu'il soit accompagné de l'un de vos hauts responsables. » On m'a demandé d'accompagner Oshkosh auprès de la police zambienne. L'officier de police lui a dit « Tu as le champ libre à l'aéroport parce que tu travailles pour l'ANC. Et voilà ce que tu as fait. » Quand certains avions atterrissent à Lusaka, tu montes à bord pour récupérer de la drogue auprès de trafiquants. Tu traverses l'aéroport avec la drogue. Le trafiquant zambien passe l'aéroport sans encombre et tu lui remets la drogue à l'extérieur. Les bras m'en tombaient. L'officier de police a ajouté « Oshkosh va-t-il nier ce que je dis ?» Il ne le pouvait pas. L'officier a dit « Nous voulions vous informer de cela. L'affaire est close. » Nous nous sommes levés pour partir, mais l'officier m'a dit « Non, monsieur Mbeki, s'il vous plaît, je veux vous parler. » Oshkosh est sorti et l'officier m'a dit « Nous allons arrêter les Zambiens qui sont les trafiquants de drogue. » Écoutez, nous voulons que vous fassiez sortir Oshkosh de Zambie très rapidement, de sorte qu'au moment où nous viendrons procéder aux arrestations, il ne soit plus là. Car nous ne voulons pas embarrasser l'ANC. C'est exactement ce qui s'est passé. Une autre histoire, triste celle-ci. Il y avait un premier ministre en Tanzanie, le premier ministre Sokoine. Le premier ministre Sokoine circulait en convoi dans une région de Tanzanie où se trouvaient beaucoup de nos compatriotes. L'un de nos chauffeurs a percuté la voiture du premier ministre Sokoine et l'a tué. Il est mort. Vous pouvez imaginer notre état d'esprit alors que nous étions assis à Lusaka en apprenant la nouvelle. J'ignorais ce que feraient les Tanzaniens, mais nous avions tous tellement peur, car Sokoine était très populaire, que tout le pays se retourne contre nous. Cela ne s'est pas produit. Ils ont géré la situation de telle manière qu'on ne pouvait déceler aucun sentiment de rancœur ou de blessure de la part des Tanzaniens à notre égard. Je vous parle d'un type particulier de relation que nous avions avec le reste du continent. En Guinée-Conakry, à l'époque de Sékou Touré, ils enseignaient la lutte de libération sud-africaine de l'école jusqu'à l'université. Si quelqu'un sur le continent voulait trouver des personnes qui savaient tout de la lutte en Afrique du Sud, de l'ANC, de telle ou telle bataille, c'étaient les Guinéens. Non pas seulement pour avoir la connaissance, mais pour soutenir la lutte qui se déroulait ici. Lorsque je suis allé en Guinée pour la première fois,
Longtemps après la mort de Sékou Touré, le président s'est plaint à moi. Il m'a dit, « Vous savez, vous avez obtenu votre libération en 1994. Le président Mandela a visité de nombreux pays africains, mais il a survolé la Guinée. Vous avez fait la même chose, vous survolez Conakry, et pourtant, ce sont ces gens-là. » Une fois, Nkosazana Dlamini Zuma était ministre des Affaires étrangères. Elle a décidé de faire du lèche-vitrine. En Guinée-Conakry, elle entre dans une bijouterie et regarde. Elle faisait juste du lèche-vitrine. Le commerçant lui dit, « Madame, choisissez celui que vous préférez. Lequel, selon vous, est le meilleur pour vous ?» Elle répond, « Non, 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 je regarde seulement. » Le commerçant insiste, « Non, je sais que vous regardez, mais jetez un œil. » Elle s'exécute et dit, « Celui-ci. » Le commerçant le sort, l'emballe et le lui donne. Elle dit, « Mais je n'achète rien. » Il lui répond, « Je ne vous le vends pas, je vous le donne. » N'êtes-vous pas la ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud? Oui, je le suis. Il dit, c'est pour vous, de la part du peuple de Guinée. Ce que j'essaie de vous transmettre à travers cela, c'est l'histoire d'une relation bien spécifique que nous avions avec le continent africain. Le président Obasanjo effectuait son second mandat de président vers 2003. Autour de 2002, j'ai commencé à lui dire « J'entends des bruits négatifs à votre sujet parmi les Nigérians. Lorsque vous vous porterez candidat pour votre second mandat, vous risquez de ne pas l'obtenir. » Il me répondait « Non, 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 Thabo, ne t'inquiète pas, tout va bien. » Jusqu'à ce que, je crois, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2002, ils me disent « Mais pourquoi n'as-tu pas soulevé cette question concernant le Nigeria ?» J'ai dit « Parce que je connais ta réponse. Ta réponse va être « Ne t'inquiète pas, tout va bien. » Il a dit « Non, tout ne va pas bien. Vous savez, nous avons dû intervenir là-bas pour parler aux dirigeants du Nigeria et leur dire « C'est certain, vous avez des problèmes avec lui concernant le Nigeria, mais nous ne voulons pas le perdre en tant que leader africain. Alors s'il vous plaît, pouvons-nous parvenir à un compromis? » C'est ainsi que l'affaire a été réglée. Madiba s'est occupé de la RDC lorsque le vieux Kabila a pris le pouvoir. Vous vous en souvenez? Ensuite, Julius Nyerere, Mwalimu, a visité le pays et un jour il m'a dit, j'étais alors vice-président. Que faites-vous concernant le Congo? J'ai dit, Mwalimu, nous avons un accord avec le président Kabila pour former un comité conjoint qui examinera absolument tout ce qui concerne le Congo et nous-mêmes. Nous avons formé le comité et nous attendons maintenant que le président Kabila nous dise qu'ils ont formé le leur pour que nous puissions aller à Kinshasa. Il m'a dit, ce que vous devez faire demain, c'est monter dans un avion et voler vers Kinshasa. J'ai dit, comment ça? Nous attendons Kabila. Il a répliqué, tu crois qu'il va te faire un rapport? Tu y vas et tu l'attends dans un hôtel à Kinshasa. Et ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Et en effet, nous sommes montés dans l'avion et sommes allés à Kinshasa. Je parle d'une période bien particulière. Montés dans l'avion et sommes allés à Kinshasa. Je parle d'une période bien particulière de notre histoire. Maintenant, nous avons beaucoup de problèmes ici. Des problèmes légitimement soulevés. Des niveaux massifs de chômage, c'est exact. Des niveaux élevés de criminalité, c'est exact. Mais on pointe du doigt les mauvaises personnes. Le niveau élevé du chômage dans ce pays n'est pas dû. Il n'est pas dû aux Africains sans papier. Ce n'est pas le cas.
Nous connaissons l'histoire en détail. Comment l'Afrique du Sud, de 1994 à 2008 à 2009, a vu sa courbe grimper ainsi, avec des taux de croissance atteignant 6%. Puis, à partir de 2009, elle est repartie dans la direction opposée. Cela n'a pas été causé par les immigrés sans papier. Les personnes à l'origine de ce déclin rient dans leur coin en ce moment même, parce que nous ne les pointons pas du doigt, mais nous regardons ailleurs. C'est une erreur. C'est un problème auquel les Sud-Africains doivent faire face. Je soulève cela dans ce contexte, monsieur le maître de cérémonie, pour que vous puissiez imaginer ce que se dit le citoyen de Guinée-Conakry. Quand je dis aujourd'hui à ce Guinéen qui marche dans les rues de Johannesburg, le slogan « Rentrez chez vous », ils ne le comprennent pas. Et la raison pour laquelle ils ne le comprennent pas, c'est parce qu'au cours de la lutte contre l'apartheid, le continent en est venu à s'approprier l'Afrique du Sud. Si vous vous en souvenez bien, cette lutte sud-africaine n'était pas seulement une lutte sud-africaine, c'était leur lutte. Je vais donc faire une prédiction. Les Africains continueront à venir en Afrique du Sud. Peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas changer les cœurs et les esprits de ces Africains. C'est un état d'esprit particulier à l'égard de cette Afrique du Sud qu'ils ont aidé à libérer. Ce que nous devons faire en tant que Sud-Africains, c'est nous demander comment gérer cela. Vous n'allez pas résoudre le problème du chômage ici en criant contre les Africains sans papier et en laissant tranquilles les coupables. Les coupables sont assis ici. Je pourrais même vous donner leur nom. Mais nous pointons du doigt les mauvaises personnes et les gens crient. Je dis qu'il y a une régression qui s'est produite. Ce sens de l'intégration africaine que nous avions il y a 25 ans a, je pense, reculé. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais c'est une question que nous devons poser et à laquelle nous devons répondre. Je dis que l'internalisation de cette intégration du continent africain parmi nous, Sud-Africains, n'est plus là, ou du moins qu'elle a décliné. Vous observez un phénomène similaire sur le continent. Le président Mwanawasa, le regretté, qu'il repose en paix, a été enterré il y a quelques jours à peine. Il y a eu des élections en Zambie à un moment donné, et l'UNIP, le parti au pouvoir dirigé par le président Kaunda, a perdu, et le président Chiluba a pris le pouvoir. Premier mandat, second mandat. Vers la fin de son second mandat, il a voulu modifier la Constitution pour obtenir un troisième mandat. Nous avons alors conspiré entre nous dans la région et nous nous sommes dit, nous ne voulons pas introduire cette habitude ici, dans cette région, ces troisièmes mandats. Nous devons donc arrêter le président Chiluba. Tout le monde était d'accord. Maintenant, à qui allions-nous demander d'aller voir le président Chiluba ? Nous avons choisi le président Mwanawasa. Nous avons dit qu'il était le plus intègre d'entre nous, le plus honnête, qu'il avait toute l'autorité morale pour dire au président Chiluba « non, non, non ». Et il y est allé, il a dit non, et ce fut la fin de l'opération Chiluba. Mais est-ce que cela pourrait se produire aujourd'hui sur le continent ? J'en doute. Le niveau de cette perspective panafricaniste a radicalement baissé. C'est l'un de nos grands problèmes. Je dis que vous assistez à ce phénomène de régression par rapport à ce qu'il y avait il y a 25 ans. Une régression en Afrique du Sud qui se manifeste de bien des manières. Une régression sur le continent. Une régression à l'échelle mondiale.
Il y a eu une régression, selon moi, sur toute cette question de l'intégration africaine et de la place de l'Afrique par rapport au reste du monde, en Afrique du Sud, sur le continent et dans le reste du monde. Qu'est-ce que nous faisons pour dire aux Sud-Africains « Les positions que vous prenez sur tel ou tel sujet sont fausses ». Voici la vérité. Vous êtes occupés à chasser des fantômes et vous laissez passer le diable. Il y a quelques mois, j'étais au Rwanda.